Alors, est-ce que vous êtes prêts, prêtes? Yes. Super. Hop, je m'assure que tout fonctionne bien de mon côté. L'enregistrement est parti normalement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier rendez-vous ce qu'on a appelé le cercle. J'avais envie de dire chers designers, designereux, designeuses, pour celles qui le souhaitent. Bon déjà ça ce qu'on s'était dit la dernière fois, ça gratte un petit peu des fois à l'oreille, quand on change, heu, la prononciation de ces mots. On est une collective, donc la collective Women in Design. Alors là, ça gratte encore un petit peu. Là, on se dit: «Ah, elles sont trop féministes, c'est pas possible». Mais on a juste féminisé, parce que le féminin existe, dans, cette notion-là aussi. Et nous voici toutes, et tous réunis ensemble pour le premier cercle de discussion, aussi appelé table ronde. La raison pour laquelle on a appelé ça cercle, c'est, parce qu'on est c'est un cercle virtuel et qu'il faut savoir accepter que bien que nous soyons inclusifs dans l'association, un exercice comme celui-là de la table ronde, ça reste principalement quand même un cercle assez fermé dans lequel, que l'on va ouvrir à la fin, pour, avoir, toutes vos questions et prendre, toutes les réactions. Alors, aujourd'hui, on lance cette activité. Vous savez qu'on a lancé, le programme de rôle modèle au début du mois. Les 4 personnes, qui vont intervenir aujourd'hui sont 4 personnes, qui ont chacune à leur tour, pris possession de nos réseaux sociaux. Lucile étant la dernière qui a démarré aujourd'hui. Alors, il faut juste que j'accepte. Je sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre peut accepter, Oui, nous, on peut accepter ouais, aussi. super, si vous pouvez, comme ça je peux continuer à parler. Et donc voilà, donc on a lancé ce programme-là dont on a eu pour lequel on a eu le soutien de l'ONU Femmes France dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival Égalité Voices en 2022 et qui vise à soutenir toutes les initiatives, les activités qui vont aider à rétablir une égalité de visibilité ou autre, des égalités ou lutte pour aider les femmes, enfin, c'est quelque chose d'assez large. Donc on a eu ce soutien de l'ONU Femmes France en 2022. Ce qui nous a amené à démarrer ce groupe, ce programme de rôle modèle cette année, en début 2023. Ça a été un long chemin parce qu'en fait, entre l'idée qu'on avait eue au démarrage, dont l'idée est arrivée en janvier 2022 et la réelle mise en action de cela, ça a pris quand même pas mal de temps, beaucoup de bénévoles. Donc on est ravis que ça ait pu démarrer et ravis de pouvoir faire cette première table ronde, le cercle avec Marion, Lucile, Juliette et Cathy, qui vont nous parler d'un sujet que je ne dévoilerai pas parce que j'ai envie que ça arrive comme ça avec, au fil des mots, si je puis le dire comme ça. Mais, sans ne rien vous cacher, on a parlé beaucoup de l'usage des mots, de littérature et de plein d'autres trucs de ce style-là. Donc, sans plus attendre, je vais vous poser une petite question, mesdames. J'aimerais bien que vous vous présentiez chacune à votre tour. Et donc, j'avais demandé, je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir à ça, j'avais demandé que vous arriviez à vous présenter de manière concise, dans la longueur d'un haïku, donc soit 17 syllabes. Qui veut Ah, démarrer? qui a fait l'exercice? Vas-y, Juliette. Oh là là. Bon, avec beaucoup de trac, je vais énoncer mon premier haïku de ma vie. C'est hyper intense en plus comme forme le haïku. Je dis designeuse, en mots je dessine, pour le monde en beau tourné. Mmh. Voilà, et du coup là, ça met pas du tout l'ambiance. C'est magnifique. Non, mais si, très bien. Tu peux nous le mettre par écrit pendant que, je ne sais pas, par exemple, Marion, tu veux continuer à te présenter? Je prends la suite. Merci pour cette belle introduction poétique, Juliette. Pour ma part, ce sera une aventurière, par et contre vents et marées,
Une femme qui questionne. Lucille et Cathy, avez-vous fait l'exercice? Bah, moi, j'avoue, non. Est-ce que tu pourrais réussir à te présenter de manière très, très concise alors? Ah bah, tu me connais, moi, je peux faire super concise. Bonsoir, je suis Cathy. Et avec 2 mots de plus? Matière et solution. Et Lucille? Alors, j'ai fait l'exercice. C'est moins poétique que mes comparses Juliette et Marion, mais ça marche. C'est un haïku. Donc, animé et lié, voilà que tous les designs font l'événement. Eh bien, je vous invite, à le noter dans le petit, chat de discussion et puis surtout, vous nous les donnerez pour qu'on les publie par la suite. Alors, j'avais envie de vous poser une première question et je vais m'adresser à Cathy d'abord. Cathy, dans quelle dimension est-ce que tu vas chercher l'inspiration et tes idées? Dans quelle dimension, Alors, déjà, je trouve que dans la question d'aller chercher des idées, je trouve ça assez intéressant parce qu'aller chercher, ça veut dire qu'on se met déjà dans un processus qui est un processus de mise en route et que très souvent, l'idée est vue comme une sorte de moment d'éclair où ça nous viendrait comme ça. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est cette marche, c'est se mettre en route. Moi, il y a quelqu'un qui me suit tout le temps, qui s'appelle Pierre Soulages, et qui un jour, quand je suis allée au musée Soulages à Rodez, j'ai compris ce que j'étais en train de faire quand je cherchais des idées. Il dit souvent que c'est en cherchant que je trouve. Et donc, j'aime bien dans cette idée d'aller chercher des idées, ce départ qui n'est pas obligatoirement très précis. Donc, quand tu dis aller chercher des idées, au départ, ce n'est pas obligatoirement très précis, en fait, l'endroit où je vais aller chercher. Par contre, il y a vraiment 2 types de recherches pour moi autour des idées. Il y a quelque chose qui est assez, on va dire, pratique, objectif, stratégique, méthodologique, en allant analyser des secteurs connexes, le marché, la stratégie, ce que l'entreprise a envie de produire. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, la manière d'aller chercher les idées la plus avouée dans les projets, celle qui est nécessaire et qui permet de se positionner. Ensuite, je pense qu'il y a tout un travail qui relève plus du travail de territoire d'évocation, puisqu'à un moment, dans le design, il y a l'enjeu de traduire, on va dire, toutes ces injonctions, toutes ces contraintes, toutes ces ambitions en quelque chose qui fait un projet. Et ce que j'aime faire quand je cherche les idées, c'est non pas justement d'essayer de résoudre tous les problèmes qui sont listés et qui sont souvent à l'origine d'une étude ou d'un projet, etc., mais plutôt d'aller chercher dans l'évocation ces idées qui vont permettre quelque part de produire cette première vision un peu globale, holistique, englobante des choses. Et ça se trouve, alors je vais prendre plus l'exemple du secteur dans lequel moi je travaille. Moi, je vais chercher dans l'urbanisme ce qui fait la ville, en fait. Hein. Nous, chez Saint-Gobain, on crée, on produit des matériaux pour la construction. Et donc, bien entendu, le départ, c'est pas de commencer par les matériaux, mais c'est plutôt d'aller voir où est-ce que ces matériaux vont ensuite prendre vie. Donc, moi, je suis très inspirée par l'architecture, par l'urbanisme, par les transformations urbaines et aussi, du coup, la sociologie et la philosophie, puisque ce qui se transforme en ce moment n'est pas toujours, il me semble, mais on pourrait en débattre, d'ordre technologique quand il est question de la ville. Je pense qu'il est aussi question alors, on parle de vivre ensemble, mais cette matière-là qu'on travaille, en fait, au travers de la technologie, c'est pas une matière technique. Voilà. Donc, c'est urbanisme, architecture, pour moi, c'est très, très important. Merci Cathy. Qui avait envie de rebondir, là-dessus et de nous parler un peu de dans quelle dimension vous allez chercher l'inspiration? Laquelle d'entre vous? Marion, Lucille, Juliette? Je vais prendre la suite. Alors, je ne sais pas si j'ai un processus aussi établi, mais ce que je sais, c'est que pendant mon temps libre, c'est-à-dire en dehors de mon temps vraiment de travail, je suis une énorme lectrice.
Et je lis beaucoup, beaucoup de choses, mais je pensais en t'écoutant, Cathy, à une lettre que je reçois dans ma boîte mail qui s'appelle L'Intimiste et qui raconte en fait les récits du quotidien. Et je la trouve très, très belle parce qu'elle raconte des choses simples, de façon très belle, sans chichi, mais sans inquiétude non plus. C'est un assez long format. Et en fait, en y réfléchissant, je pense que ce qui guide et ce qui m'inspire, moi, c'est les conversations et les récits. C'est ça qui va m'inspirer et c'est de comprendre quelle est l'histoire en fait qu'on a envie de se raconter et comment ça va créer un fil conducteur pour la suite. Je pense que c'est comme ça que je vais chercher. Après, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi que j'aime bien mettre dans mon escarcelle. C'est l'histoire plutôt de vue globale, de créer une vue globale, un écosystème. Et je relie ça un peu à ma passion des cartes dans mon temps libre. Là encore, moi, j'adore explorer, choisir une destination de voyage grâce aux cartes. Et voilà. Et donc, c'est une autre possibilité d'inspiration, une autre source d'inspiration en tant que telle. D'où le côté aventurière exploratrice, finalement, qui nous Absolument. apparaît. Lucille ou Juliette? Ouais, j'avais envie de compléter ce que Cathy racontait à propos de Soulage, parce que je pense que les deux fonctionnent. Je pense que l'idée, c'est aussi parfois de trouver ce qu'on ne cherchait pas. C'est le concept de la sérendipité, hein. Et je pense que ça, c'est dans tous les processus de conception, le designer, c'est probablement un des rares qui s'autorise à faire ça, à faire partir dans des choses qui peuvent être impertinentes pour finalement trouver des destinations nouvelles et puis se rendre compte que là-dedans, on peut trouver une très grande pertinence finalement. Et je trouve que c'est souvent, on le voit dans un projet multidisciplinaire, il y a souvent que le designer ou la designeuse qui s'autorise à faire ça, à partir dans l'impertinent. Alors, faut pas que ça se devienne caricatural, mais en tout cas, la sérendipité, je trouve, est un élément important. Et ce qui me renvoie à une autre notion, c'est l'idée des croisements. Marion, elle parle d'une vision globale. Et je pense que l'intérêt de la vision globale, c'est que d'un coup, on voit des chemins qui se croisent. Et l'idée, elle est souvent au croisement de différents langages, de différents univers. Quand justement on arrive finalement à sortir d'un regard qui serait que purement expert, et ben, je trouve que c'est là aussi en fait où on trouve les idées en travaillant avec des gens qui font un métier complètement différent, en croisant une problématique avec une industrie différente. Voilà, je trouve que c'est souvent dans les rencontres et dans l'amont stratégique des projets de design. D'ailleurs, en général, les orientations, on les trouve à la croisée de trois approches que sont la catégorie, enfin, ou le secteur, les utilisateurs et l'entreprise. Donc la vérité, elle est souvent de toute façon dans les croisements de sens. Et voilà, moi, c'est ce qui m'inspire, moi, c'est les rencontres en fait. Lucille, est-ce que tu avais envie de compléter quelque chose? Oui, en fait, ce que vient de dire Juliette, ça résonne beaucoup pour moi. Alors, on s'est présenté en haïku très rapidement, mais je suis pas sûre que tous ceux qui suivent nous connaissent forcément. Et donc, juste pour situer, moi, je suis directrice d'une association de promotion du design. Et ma manière de pratiquer le design est finalement assez différente de ce qu'on peut connaître ou on a l'habitude de voir, puisque ma manière de travailler, c'est d'organiser des événements majoritairement. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas que je suis designer à la base et pensent que j'ai plutôt fait un cursus d'événementiel ou quoi que ce soit. Alors que moi, je vois vraiment l'événement comme un projet de design. On a des bénéficiaires, des utilisateurs, il y a de l'expérience. Et donc, là où je rebondis sur ce que Juliette a dit, c'est que moi aussi, je vois mon inspiration, je la prends vraiment au niveau des rencontres et des gens directement. Mes amis m'inspirent beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui sont fashion designers, artistes.
et donc leur pratique, leur manière de percevoir le monde m'intéresse beaucoup parce que leur travail, leur exercice, leur métier est différent du mien et en même temps se croisent des notions de créativité qui sont très intéressantes. Et puis après, autour de moi, évidemment, j'ai plein de gens qui font d'autres métiers qui m'apportent beaucoup dans leur manière de voir le monde. Tout ça, ça permet d'enrichir mon univers et de pouvoir proposer ce que je mets en œuvre au sein de la PCI. Et particulièrement, les designers sont mon terrain de travail, puisque les événements qui sont proposés au sein de la PCI s'adressent aux designers, mais pas que, au grand public aussi, qui vont découvrir ce qu'est le design. Donc il y a vraiment à la fois essayer de comprendre ce que peut être le design pour toutes les personnes qui le pratiquent, et donc toutes ces pratiques-là, parce qu'il y a presque autant de design que de designers, et c'est aussi ça qui est très riche. Et donc mon inspiration part vraiment de ces gens-là, de cette manière de faire les choses. Et la PCI, dans sa manière de se positionner maintenant, c'est vraiment cette idée d'être animateur de réseau. Donc cette idée de croisement, de rencontre dont tu parlais, Juliette, pour moi, elle est extrêmement présente parce que on discute avec des écoles de design, d'autres organismes de promotion, et tous ces croisements-là, tous ces échanges que je peux avoir au quotidien, parce que je passe mon temps au téléphone, en visio ou par mail, c'est vraiment ça mon travail finalement, c'est ce lien dont je parlais dans le haïku, mais cette animation, ce lien, c'est vraiment ça qui va m'inspirer, qui va me donner la matière pour pouvoir créer ces événements-là à destination des designers ou d'un public plus large, et pouvoir surtout les améliorer progressivement, toujours dans une démarche justement de design, de penser l'usage, une destination particulière, et de pouvoir vraiment re-questionner ce que l'on propose au fur et à mesure qu'on le teste, et pas d'être dans un process comme certains peuvent l'être dans l'événementiel où ils ont une idée, ils font un événement et puis c'est très bien, mais il n'y a pas de retour utilisateur, il n'y a pas de questionnement de si vraiment il y a la pertinence de cet événement, surtout aujourd'hui le domaine événementiel dans une question de sobriété et d'un monde en énorme changement, surtout du point de vue écologique, ça s'interroge beaucoup. Donc voilà, tous ces points-là, évidemment, le contexte actuel inspire, mais surtout les gens en fait, avec qui je peux travailler. Moi, j'entends de ce que vous avez dit, je ne sais pas si les mots ont été posés, mais la notion d'histoire, de narratif, j'entends aussi, le côté justement des gens, de communiquer finalement, comment on communique. Parce que Lucille finalement et même dans toutes les échanges, les interactions que vous allez avoir, il y a cette notion de comment on échange, comment on récupère de l'information, comment on se fait comprendre, et cetera. Et du coup, ma deuxième question, c'était justement par rapport à cette notion-là de mots. Donc je vais la poser, et ma question, c'était j'aimerais avoir des exemples de votre part, heu, sur dans quel cas finalement vous utilisez, des mots plus que des images, plus que du visuel, plus que quelque chose de visuel ou de palpable. Donc à quel moment vous venez utiliser des mots pour pouvoir venir en appui à votre stratégie de design, à votre approche du design? Et du coup, je me tournerai d'abord vers Juliette. Peux-tu nous donner des exemples concrets, quelque chose qui soit, voilà, qu'on puisse vraiment comprendre quelle est l'importance de tout cela, par rapport à ton approche, à ton métier, à ton quotidien? Alors, moi, c'est pas compliqué, je ne dessine même plus, hein, à part des synoptiques et des schémas qui relient des mots, je ne fais plus qu'écrire. Donc dans ma pratique, c'est très important, et ce qui est assez, paradoxal, une petite expérience, que probablement certains ont vécu si vous avez travaillé en agence. En agence, il y a alors surtout si c'est des agences, de design conseil, qui ont une structure proche des agences de communication, il y a, d'un côté les planeurs stratégiques et de l'autre côté les créatifs. Et donc les créatifs, et les plans stratégiques, pour s'assurer qu'ils ne se marchent pas sur les plates-bandes, il y a une règle, c'est que les planeurs n'ont pas le droit d'utiliser l'image, et les créatifs, eux, sont que dans l'image, et à la limite pour les mots, voilà, ils vont faire écrire par les planeurs, quoi.
Donc, c'est une dichotomie, moi, qui m'a toujours profondément choquée, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et en tant que designer, mon besoin viscéral d'utiliser les mots m'a totalement prévenue de rester dans une pratique du design vraiment de l'ordre de l'exécution. Et alors même que je valorise toutes les étapes du design tout autant, quoi. Et je pense que c'est la grande richesse. Mais du coup, moi, je me suis spécialisée dans l'amont du projet de design et dans le cadrage du projet de design pour être justement dans ce territoire des mots qui est vraiment le mien. Et du coup, l'écrit, je l'utilise de 1000 façons, mais je vais peut-être pas tout évoquer, c'est extrêmement large. Je pense que la partie qui est la plus certainement importante à mon sens, déjà, c'est que je m'en sers pour penser. Je pense que, enfin voilà, c'est quand même bête à dire, mais le fait de choisir très précisément mes mots, ça m'amène aussi à vraiment affiner ma pensée et, et à pouvoir partager finalement ce que j'ai dans la tête en image très vite, quoi. C'est-à-dire qu'avant d'avoir besoin de construire une image, de la fabriquer, de la produire, je peux très très vite partager mes idées. Et donc, je parlerai de préfiguration. C'est un exercice que parfois j'ai appelé le compress-like. C'est-à-dire qu'avant même de commencer le travail de concrétisation, je parle du projet comme s'il était fini et que c'était un article de presse qui le relatait. Je dis voilà, j'écris comme un journaliste parlerait d'un objet qui existe déjà, alors même qu'on n'a pas commencé à le travailler. Et ce texte, en fait, permet vraiment aux gens de rentrer dans un imaginaire, de se projeter et de voyager quelque part dans le projet à venir. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent hein, de la force des mots, le choc des images, on oppose les deux. Mais je pense qu'on a tous vécu ce truc où on a le sentiment que quand on lit un livre, notre imaginaire est beaucoup plus libéré que quand on regarde un film fait sur la base de ce livre. C'est-à-dire que je pense que c'est plus facile de s'approprier finalement et de se laisser embarquer parfois par un texte que finalement d'être confronté trop tôt dans le projet à une image figée. Hein, ça, c'est un peu, on voit parfois les étudiants, dès la première rencontre, ils ont déjà sorti la 3D. Et en fait, je pense qu'il y a un temps pour tout. Donc voilà, moi c'est là, c'est dans la préfiguration que j'utilise beaucoup les mots. Mais je suis sûre que mes camarades ont plein d'autres exemples à partager. Qui voudrait rebondir sur ce que Juliette vient de dire? Moi, je veux bien, ne serait-ce que réagir, rebondir, je ne sais pas, mais réagir, c'est... Pas obligé de rebondir. Non, mon siège là au boulot, si, finalement, il rebondit un peu quand même. Déjà, je trouve que c'est quand même intéressant que on soit en train de parler du fait qu'à un moment, les mots puissent faire partie de notre métier. Du coup, je ne sais pas si c'est le dévoiler ou le revendiquer, mais du coup, je trouve que c'est comme si à un moment, si moi j'étais un extraterrestre et qu'on me disait qu'est-ce que c'est qu'un designer, donc là, moi, ce que je comprends, c'est que c'est quelqu'un qui fait des images. Sauf que les images, elles peuvent être exprimées, je pense, par différents vecteurs, modes d'expression. On parle aussi d'images dans les mots, dans la littérature. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question. C'est-à-dire qu'à un moment, les mots, ils viennent, je pense, dans l'esprit de plein de gens et ils renvoient à une culture, ils renvoient à un univers d'évocation, ils renvoient aussi à la description d'usage, parce que je ne sais pas si vous ouvrez le dictionnaire et vous regardez ce que c'est qu'une chaise. En fait, c'est un cahier des charges, cette définition. Donc, en fait, les mots, quand on est designer et qu'on s'intéresse aux objets au sens large, sont obligatoirement présents.
Et ensuite, je pense que notre capacité et sans doute la sensibilité et l'intelligence qu'il y a dans notre métier, il est et là je rejoins sur ce que tu disais, Johanna, sur cette question de la définition ou du choix du mode d'expression à un instant T. Les mots, à un moment, on peut s'en affranchir et des fois, on peut vraiment pas passer à côté. Et typiquement, je trouve intéressant quand Juliette, elle parle de son métier, c'est qu'à un moment, quand on produit de la stratégie ou qu'on élabore ces choses-là, eh bien, les mots sont quand même, font partie en fait aussi de la manière dont une stratégie prend forme dans une organisation. Moi, aujourd'hui, dans mon parcours, j'ai rarement vu une stratégie écrite avec des dessins. Voilà. Et donc, à un moment, pour pouvoir rentrer, je pense, en dialogue et en communication, il faut pouvoir aussi emprunter des modes qui se rencontrent. Après, il y a des formes. Je pense que c'est sans doute là où, en tant que designer, on peut s'autoriser des formes écrites différentes. Là où on va avoir, je ne sais pas moi, pour parler de la marque, avoir une plateforme de marque. Les choses vont être codifiées avec vision, mission, etc. Bim bam. Je pense que le designer, il va s'autoriser à parler de la même chose, mais peut-être pas en reprenant cette structure. Je pense qu'il y a les mots et il y a la forme des mots. Et je pense que c'est aussi sur ces aspects-là de la forme écrite qu'on peut venir travailler la représentation ou la formalisation ou le cadrage, comme disait Juliette, d'un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu sous-estimé. Marion a à plusieurs reprises évoqué qu'elle faisait ce travail peut-être un peu hors norme en dehors. Aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, il est de montrer que quand on est face à des sujets qui sont sophistiqués, parce qu'ils croisent différentes dimensions, différents acteurs, différents paramètres, profondeur d'enjeu aussi. Ce qui nous est demandé en tant que designer, c'est d'être réellement outillé avec plein de modes pour pouvoir exprimer, représenter, traduire, et que des fois, le dessin dans l'image que l'on en a peut être très très fort sur certains aspects du projet, et des fois peuvent être, je pense, faibles sur certains discours à porter. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, un designer complet, une designeuse complète, aujourd'hui, s'autorise à faire travailler d'autres talents, d'autres pouvoirs pour être en capacité de convaincre, de diriger aussi, d'influencer. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire, en fait. J'avais envie de dire en capacité et en capacité et en capacité par l'entreprise de pouvoir agir. Marion, est-ce que tu voulais évoquer quelque chose? Oui, j'ai une réaction. J'aime bien ce que tu dis sur on n'a jamais vu une stratégie en dessin. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que le pouvoir, il est quand on allie les deux. Et moi, j'ai beaucoup travaillé le texte. Alors, peut-être longtemps pas assumé comme un vrai outil de design, et j'en ai de plus en plus conscience, mais un texte vient soutenir une image, ou une image vient soutenir un texte. Et peut-être la chose qui est particulière au designer dans sa façon d'utiliser les mots, c'est qu'il va les utiliser pour apporter de la clarté du sens. Et les mots vont être choisis pour augmenter en fait le sens qu'on peut donner ou la façon dont on va exprimer un concept, par juste simplement donner un nom à un concept. En fait, on le fait assez naturellement parce qu'on est sans cesse en train de créer des choses qui n'existent pas. Donc, on va mettre un nom à côté d'un concept. Ça, c'est un travail de mots. Après, moi, je viens du monde du design de service, donc on va raconter une histoire, une expérience, avec des étapes en fait que la personne, l'utilisateur, par lequel l'utilisateur va passer. Mais j'ai envie que cette histoire, elle embarque en fait. Parce que si même l'histoire du service qu'on raconte n'est pas claire, on n'est pas prêt de faire un service qui soit clair. Et la troisième chose qui fait que j'utilise beaucoup les mots, c'est que je vais traduire. C'est ce que tu disais beaucoup aussi, Cathy, c'est comment on traduit
comment on utilise les mots pour traduire quelque chose, et moi je vais traduire les besoins des utilisateurs. Et quelque chose que j'ai entendu finalement il n'y a pas si longtemps, je dirais une petite année, c'est comment on utilise les métaphores qu'on entend sur le terrain ou par les utilisateurs comme des sources d'inspiration pour le design. Et j'ai trouvé ça super puissant, et aujourd'hui je m'attelle vraiment à essayer de combiner ça, comment on garde des poésies que les gens vont créer naturellement en nous racontant l'expérience qu'ils vivent. Euh, comme un sujet qui va inspirer les formes derrière, les couleurs et l'objet qu'on va venir concevoir. J'avais envie de te poser la question, Lucille. Je ne sais pas si c'est ce que tu avais prévu, mais j'aurais bien aimé que tu nous parles aussi un peu plus de vraiment très concrètement dans quel cas très concret finalement il va y avoir besoin de passer à cette étape-là. Donc je te laisse la parole. Moi, ça rejoint un petit peu ce que Cathy et Juliette disaient sur le côté stratégique, moins sur le côté poétique que Marion évoque. Parce que association de promotion du design, on doit valoriser ce qu'est le design auprès d'un public qui n'est pas forcément connaisseur. Donc là, dans cette idée de traduction et de stratégie, c'est extrêmement précis. Et donc là, moi, les mots, je vais surtout les utiliser pour convaincre. En fait, mon action, c'est vraiment sur ce sujet de convaincre. Nos interlocuteurs, ça peut être le ministère de la Culture, par exemple, et plus largement le gouvernement. Quand on travaille sur une question de mettre en œuvre une politique nationale de design, évidemment, je ne fais pas ça toute seule et j'ai plein d'interlocuteurs. Mais là, les mots vont vraiment, dans ce contexte-là, nous servir à convaincre, à faire passer un message très clair sur pourquoi le design est nécessaire, à quoi ça sert, et montrer des exemples. Et donc, ces exemples, certes, ils sont imagés. Donc là, ça rejoint aussi ce que disait Marion, pour le coup, de cette alliance vraiment entre images, pas forcément du dessin d'ailleurs, mais images et mots, qui est très importante. Et puis après, moi, de mon côté, si je prends un exemple qui est l'événement France Design Week, on a utilisé l'écrit de manière vraiment très précise pour mettre en place des chartes. C'est des chartes de valeurs, des chartes de communication. Et c'est vraiment cette idée d'avoir des textes qui permettent de rallier les gens à une cause, en l'occurrence celle de la promotion du design via un événement. Et cette idée de charte, je la trouve intéressante parce que là, les mots, ils sont vraiment choisis très soigneusement pour essayer de convaincre, encore une fois, mais surtout de faire passer des valeurs. Et en ce sens-là, il y avait tout un travail qui avait été fait. Moi, je n'étais pas toute seule pour le faire. On était un groupe de travail, vraiment avec cette idée de collaboratif aussi. Et je trouve ça intéressant aussi de voir que le texte, les mots, peuvent servir aussi à faire émerger un travail de collaboration. Et nous, en fait, dans notre pratique au sein de l'association et avec toutes les personnes avec qui je travaille, l'écrit est vraiment un de nos médiums préférentiels, en fait. On travaille beaucoup en écrivant et en affinant au maximum ce qu'on va faire passer comme message, en choisissant les meilleurs mots possibles pour en débattant sur les mots, j'imagine aussi. Ouais, complètement, ça arrive souvent. Et moi, en plus, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai été formée au design, on me disait souvent que j'écrivais trop et qu'il fallait que j'arrête d'écrire autant pour dessiner plus, faire plus de maquettes, être plus dans le volume. Et c'était ma manière de fonctionner. Et finalement, j'ai bien fait de continuer parce qu'aujourd'hui, c'est l'outil majoritaire dans ma pratique et dans l'accompagnement que je mets en œuvre auprès de tous mes interlocuteurs, que ce soit directement les membres de l'association ou plus largement les bénéficiaires des événements. Donc l'écrit est vraiment très important. C'est intéressant. Il y a pas mal d'écrits qu'on voyait un peu plus de la part des designers à une autre époque. Je pense aux formes de manifestes. Donc voilà, manifeste pour affirmer ce qu'on a envie de raconter. Le manifeste, je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a cette idée de moins faire de manifeste pour moins peut-être heurter, ou moins prendre position. Peut-être que c'est aussi une façon, voilà, parce que écrire un manifeste, c'est se positionner. Et il y a aussi autre chose que j'ai vu apparaître, par contre, plus récemment, c'est les écrits collaboratifs, alors plutôt en architecture. J'ai vu des architectes, des urbanistes écrire de manière collaborative des ouvrages. Donc ça aussi, je trouvais que c'était intéressant.
Avant de passer à la suite, j'avais juste envie de faire une toute petite aparté au milieu de cette table ronde pour vous dire que la façon dont on a construit cette table ronde aujourd'hui, qu'on appelle le cercle, c'est qu'en fait, la thématique n'a pas été définie à l'avance et on avait vraiment envie de faire émerger. Donc pareil, on n'a pas choisi on choisit pas spécifiquement les 4 personnes qui passent chaque mois dans le programme de rôle modèle parce qu'on estime qu'il va y avoir des similarités ou des points communs ou lignes rouges, un fil rouge. Mais on avait envie de faire émerger de 4 personnes différentes choisies de manière un peu spontanée, quelque chose de commun. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné avec cette table ronde et qu'on a émergé finalement cette notion autour des mots. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément vous dire ce qu'il va y avoir dans chaque table ronde. C'est un peu la surprise parce qu'on veut repartir de cette émergence commune et collaborative pour faire naître une thématique et tout un discours. Avant de vous poser la dernière... Oui, Du coup, je voulais juste vas-y. rajouter quelque chose, parce que du coup, on parle beaucoup des mots, mais les mots, dans leurs agencements, en fait, sont, je pense, aussi une manière de générer des idées. Et ça, c'est des choses qu'on connaît très bien dans l'art, dans le surréalisme, et que quand on parle de cette question du sens, c'est qu'il y a la signification des choses. Et quand on écrit souvent des choses qui sont censées quand même avoir un peu de contenu. Même si des fois, je me rappelle quand même d'une remarque de Juliette, où des fois, on est confronté à des mots qui portent tellement d'enjeux, tellement d'ambition, qu'ils deviennent difficiles à remplir et des fois deviennent un peu valises. Et où finalement, on va avoir des mots qui vont être plus des sortes de coups de poing. Et ça va être ça leur rôle. On ne va pas obligatoirement vouloir les nourrir de contenu, mais par contre, ils sont des étendards. J'en ai un qui me vient à l'esprit en ce moment, qui est la sustainability dans le monde de l'entreprise en ce moment. C'est un drapeau qui est très, très fortement porté. Par contre, on n'arrive pas toujours à savoir ce qui relève de l'évocation derrière ce mot. C'est pour ça que derrière, après, faut l'enrichir avec des mots, avec une syntaxe, avec un style, pour qu'à un moment, on puisse savoir finalement ce qu'on essaye de toucher et ce qu'on essaye d'adresser. Parce que je pense que les mots tout seuls, ils ne sont pas si forts que ça. Juliette, elle a bien dit, c'est le poids des mots, c'est pas le poids d'un mot et le choc des photos. Vous voyez, il y a quelque chose qui relève de... Alors, et en effet, comme dit Juliette, des croisements, c'est-à-dire je pense, dans la question de l'usage des mots dans le design, je pense qu'il y a aussi une dimension créative dans la manière de produire ces textes. C'est pas juste, parce que moi, je travaille dans la recherche, je suis en recherche et développement, et on écrit aussi des textes. Mais les textes qu'on nous demande d'écrire sont codifiés. Quand on écrit un article scientifique, au sens science dure du terme, eh bien, il y a un certain nombre d'impératifs dans lesquels on doit rentrer. Donc, il y a ces écrits-là, au même titre qu'un, je ne sais pas moi, un compte-rendu ou un rapport scientifique, donc, qui relève aussi d'un exercice imposé, j'ai envie de dire. Mais je pense que ce qu'on ne se dit peut-être pas directement là ce soir, c'est aussi que dans les textes qui sont produits par les designers, il n'est pas question d'écrire quelque chose qui renvoie obligatoirement aux règles stricto sensu du français. Et je pensais aussi pour ça que tu nous as posé dans un exercice où, en tant que mauvais élève, je n'avais pas fait, mais qui est cette question de l'haïku. Parce que quand on écrit, et comme dit Juliette, ça produit un démarrage pour faire croiser aussi des compréhensions, des interprétations d'une certaine vision que chacun se fait. Je pense que l'écriture permet aussi de collaborer, en fait. Parce que derrière les mots, souvent, on ne met pas les mêmes choses, parce qu'on embarque tous un univers quand on arrive dans un projet, qui peut être un univers d'expertise technique, un univers culturel, tout plein de choses. Et quand les mots sont posés, c'est pour moi aussi, je pense, une vraie opportunité pour les nourrir de ce qui va faire le collectif dans un projet, sans pour autant dénaturer la définition, mais au moins rentrer en discussion sur ce cadrage dans lequel on va tous évoluer et voyager et essayer de produire une réponse qui soit à propos. C'est pas si simple que ça en fait à faire. Je pense que les mots, ils aident à faire aussi ça, à faire se rencontrer les pensées, les modes de pensée, les visions et les raisonnements.
Et ça, je pense qu'il y a aussi de ça dans ce travail du design, et qui est un travail de projet, et où les mots, ils servent aussi, ils servent à ça, et ils servent aussi à digresser, quoi. C'est pas obligatoirement aussi juste pour dire les choses qui doivent être dites. Ça peut être aussi quelque chose qui nous permet justement de réouvrir le champ quand on arrive sur un sujet. De manière peut-être aussi inclusive, parce que certains vont utiliser un vocabulaire qui peut être un marchepied pour aussi amener les choses ailleurs. Voilà, c'était mon petit rebond, j'arrête. Et c'est vrai que J'ai le droit de rebondir encore, moi, ou pas? tu peux rebondir. On est J'allais lancé. pas longtemps, mais j'allais juste dire que j'entends du coup aussi la notion à la fois d'ouverture et de clarification. Donc il y a ce côté j'ouvre ou je clarifie en utilisant un mot, soit pour dire et ce mot et bim, ça ouvre. Ah oui, bien sûr, on n'avait pas pensé à ça, nanana, nanana, ou ce mot ou ces quelques mots. Ou alors plutôt le mot pour dire c'est ça. C'est ce mot, Pour et c'est ce qualifier. mot avec cette image qui fait que on a compris de quoi on parle. Juliette, je t'en prie, vas-y, rebondis, dis ce que tu as envie de dire, et puis on passera ensuite à l'autre question. Ce que tu viens de dire est un super tremplin pour mon rebond. C'est que, en fait, très souvent, moi, il m'arrive d'inventer des mots. Et parfois, je suis obligée un peu de les défendre, ces mots, parce qu'on me fait remarquer qu'ils n'existent pas. que c'est un faux mot, que je l'ai inventé. Et en fait, je défends toujours cette posture, parce que, en fait, le mot qu'on invente pour définir, justement, pour arriver à qualifier un concept, ce qu'on invente, hein, logiquement, quand on est quand même dans une démarche d'innovation, donc les concepts qu'on invente, c'est assez logique qu'il n'y ait pas de mots réellement pour les décrire. Et donc, on doit inventer des mots. Et ça, je trouve que c'est une grande liberté qu'on doit prendre. On parle de langue vivante, hein. Une langue vivante, justement, ça évolue, ça s'enrichit, ça s'hybride au fur et à mesure que les idées évoluent. Et donc, finalement, je trouve que l'invention des mots est aussi un objet de design. Eh bien, c'est magnifique. Et j'aurais aimé avoir un exemple, Juliette, que tu nous mettras un petit exemple d'un mot que tu as inventé dans le chat pendant que je continue à poser la prochaine question. Et je vais d'abord commencer par une anecdote avant de poser ma question. Il y a à peu près, je crois que c'était il y a 3 ans, j'ai publié un jour sur LinkedIn un petit commentaire en disant super intéressant, voici une nouvelle, comment dire, pas un métier, mais une nouvelle pratique que les designers ont décidé d'emprunter, qui est l'UX Writing. Et c'était très intéressant parce que du coup, j'ai publié ça en disant, voilà, pour moi, c'est une nouvelle chose à explorer. Je connaissais pas mal de designers qui avaient décidé d'aller plutôt justement dans ce sujet d'écriture pour venir en soutien à des expériences digitales notamment, qui sont complexes. Donc, réussir à choisir les bons mots pour réussir à guider la personne et que ce soit clair chaque action qui va être faite sur une expérience numérique. Et voilà, pas ma surprise, mais après évidemment, je n'étais moins surprise quand je l'ai réfléchi, à la fois il y avait des gens qui étaient très: «Ah c'est intéressant, je vais écouter, je vais me renseigner», et puis d'autres qui disaient: «Ah bah voilà, c'est n'importe quoi, mais il y a plus de limite. En quoi est-ce que c'est du design? Voilà, je ne comprends plus», voilà. Et donc je me suis dit: «C'est rigolo quand même cette façon très brutale», hein, parce que les commentaires, je me suis dit: «Ça y est, j'ai mes premiers haters quoi sur LinkedIn». Mais en fait, c'est juste une réaction personnelle, comme à chaque fois quand on est en colère. Donc c'est quelqu'un qui était en colère. Et donc moi, j'avais envie de vous poser la question, en quoi c'est toujours du design justement de parler de tes sujets? Et s'il y en a une, où est la limite entre écrit pour le design et écrit pour d'autres pratiques? Quelle est la différence? Quelle est la distinction? Même si je l'ai entendu à plusieurs reprises, vous avez évoqué des choses. Voilà. Est-ce toujours du design? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je veux bien rebondir à cette question, parce que Vas-y, on rebondit l'échange beaucoup aujourd'hui, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais qui a précédé me faisait dire, en fait, ce qu'on se dit, ça marche si les mots sont questionnés, c'est-à-dire si on se pose la question des mots qu'on utilise. Si on se pose comme un designer se pose la question des formes
des choix en fait graphiques ou formels, bah, quand un designer va choisir des mots, il va choisir ces mots en conscience parce que ça va être un vecteur de quelque chose. Je dis pas que d'autres disciplines ne le font pas comme tel, mais je pense qu'il y a donc ce premier élément d'avoir des discussions autour des mots et une pratique, un exercice que moi j'aime bien faire avec mes clients, c'est qu'est-ce que ce doit être, mais qu'est-ce que ce n'est pas, et du coup qu'est-ce que c'est. Donc on parle que de mots, de notions en fait d'un objet, d'un potentiel service, d'un potentiel concept, mais on le découpe. On ne se dit pas ces mots-clés, c'est qui vont être des mots peut-être au départ un peu valises et qu'on va venir décrypter en les questionnant. Et l'autre chose que je pense est importante si on se dit que les mots font partie de la valise d'outils des designers, c'est que ça serve à concevoir, c'est-à-dire c'est fait pour faire émerger des idées. Si c'est fait pour créer de la connaissance, je pense qu'on est sur un autre champ, une autre discipline. Si on est sur vendre, c'est un autre exercice. Si on est sur créer un schéma technique, on va utiliser des mots très précis, c'est encore un autre métier. Donc je pense que ouais, la distinction moi que je vois, c'est est-ce que ça sert à créer quelque chose qui n'existe pas encore? Donc dans le but, c'est ça? Ouais. Lucille ou Juliette? Lucille? Vas-y. Ouais, après, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, mais qui, selon moi, est quand même important, c'est qu'il y a une vraie branche, si on peut dire ça comme ça, du design qui s'intéresse aux mots, le design graphique et la typographie particulièrement. Là, en plus, il s'intéresse même carrément aux lettres, au dessin des lettres, qui vont après servir à faire des mots. Donc, on a aussi quelque chose qui se rassemble là entre utiliser les mots, le langage en tant qu'outil, mais aussi vraiment concevoir ces mots dans leur dessin même, ou alors utiliser les mots et des typographies pour concevoir une image plus large qu'on va retrouver dans le champ du design graphique, où là, le mot en tant qu'image, en tant que dessin, prend toute sa place dans la création aussi. Donc là, pour moi, ouais, il y a une vraie expression du design à ce niveau-là qu'on n'avait pas cité, et pourtant, Dieu sait que dans les logos, les mots sont extrêmement importants et ils créent une image. Dans les affiches, il y a certes ce qu'on va vraiment lire, mais qui compose un tout visuel, attractif, intéressant, qui fait passer un message. Et la manière en plus dont c'est disposé et dont ça crée une forme ne signifiera pas la même chose qu'on l'ait mis de telle ou telle manière. Donc voilà, ce niveau-là aussi de travail, on va dire, avec le mot. On ne l'avait pas évoqué, mais ça me semblait intéressant de pouvoir en parler. Alors, je ne suis pas la mieux placée parce que voilà, c'est pas du tout mon domaine. Très intéressant. Très intéressant parce qu'en des gens plus, chez qui- Women in Design, on connaît bien ce sujet pour avoir travaillé avec attention le logo, la typographie, les formes de chaque lettre et d'arriver à faire passer les bons messages, enfin, du coup, de faire passer les mots qui étaient nos valeurs dans la forme de la lettre. C'est quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup exploré avec Camille. Je ne sais pas si elle est connectée ce soir, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploré. Juliette, tu avais envie de rebondir encore? On rebondit ou Ah, d'ajouter moi, quelque quand on chose? met une pièce dans le jukebox, hein, ça repart, hein. Ouais, en fait, ça me rappelle un exemple très concret. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des projets de packaging et notamment dans l'alimentaire. Alors, c'est très difficile d'être créatif avec les mots dans cet univers-là parce que c'est très normé, hein. Du chocolat, c'est du chocolat, c'est pas du cacao, c'est pas une spécialité dessert. Enfin, c'est très, très, très réglementé. Et pourtant, bah, c'est vraiment à travers la typographie qu'on arrive aussi à influer sur la perception du mot. C'est-à-dire que quand le mot n'est pas dans une phrase contextualisée, et c'est là où je trouve que, enfin voilà, si vous écrivez chocolat avec une typo à l'anglaise, vous êtes sur le raffinement, le chocolat suisse, l'élégance. Là, vous imaginez la petite tablette croustillante 99%. Si vous écrivez chocolat avec une typo pierre à feu, bah, c'est le chocolat des enfants, c'est le goûter, c'est sucré, c'est c'est lacté. En fait, vraiment, le même mot avec une typographie différente va aussi s'imprégner d'un sens très différent.
Et, et finalement, je trouve que c'est là où on se dit, enfin, où le mot aussi rencontre pleinement l'image, comme le racontait Marion. Et je pense que c'est probablement là, parce qu'on se disait, est-ce qu'on utilise pareil les mots en tant que designer? Alors oui, effectivement, on les utilise avec une visée créatrice, même si on doit aussi savoir vendre notre travail. Mais je pense aussi qu'on a une façon peut-être de construire les mots à partir d'images ou d'être capable de formuler des mots qui inspirent des images. Et ça, je vois vraiment la différence. On m'a très souvent proposé des postes de stratège dans des agences en me disant on voudrait vraiment quelqu'un qui soit spécialisé en design, pas un planeur strat formé à la publicité. Et en fait, c'est un point très important, c'est-à-dire que travailler les mots dans la visée d'un travail de design, ça amène pas à choisir les mots de la même manière. En publicité, on a droit à sortir tous les hyperlatifs et ça passe en fait. Les mots restent des mots en fait dans la publicité. Nous, il faut qu'on arrive à produire des mots qui inspirent des images, au moins dans la tête des gens, voire qui permettent ensuite de vraiment faire le saut créatif vers la formalisation et l'image et le visuel. Donc, je pense que c'est aussi ce qui caractérise, c'est que c'est créatif, mais je pense qu'on a une façon d'utiliser les mots qui est profondément imagée. Moi, j'avais une question par rapport à ça, Juliette, là, parce que tu parles de ces mots-là. Est-ce qu'on pourrait dire que, derrière les mots que vont choisir les designers, il y a une future réalité, contrairement à d'autres qui pourraient choisir des mots qui n'ont pas de réalité? Et je vous rajoute quelque chose dont d'autres font des visuels qui n'ont aucun lien avec la réalité. Et là, je pourrais citer plein d'exemples, mais je citerai les exemples des jeux mobiles ou qui sont de plus en plus attaqués justement pour mentir sur le visuel qui n'a aucun rapport avec ce qui va réellement y avoir comme expérience derrière. Heu, J'aimerais juste voir quel est ton avis par rapport à ça pour parler justement de ce lien avec est-ce que c'est toujours du design et qu'est-ce que le design l'apporte, qu'est-ce que le designer apporte avec ces mots? Bah, je pense que justement, enfin, j'imagine que quand le designer utilise les mots, c'est censé créer des images dans la tête des gens, quoi. Et en fait, en tant que designer, quand on fait ça, on le fait avec la conscience du fait qu'il va falloir la produire, cette image, après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en laver les mains. On ne peut pas balancer du rêve et puis s'arrêter au slide, en fait. Quand nous, on pose des choses sur une slide, on s'engage en fait à être capable de le concrétiser derrière. Et je pense que c'est ce qui explique probablement aussi l'exigence qu'on a envers nous-mêmes dans l'utilisation des mots. Parce que y a un contrat qui veut qu'en tant que designer, on a cette capacité de passer du concept et du mot à l'image, à la réalité, au tangible. Donc voilà, et c'est là où je trouve qu'effectivement, Marion avait raison de dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Et je pense que les mots qu'on utilise, nous, sont ces mots transition avant tout, quoi. Merci Juliette et je m'excuse pour les questions surprises. Sachez, pour ceux et celles qui écoutent que parfois je pose des petites questions qui ne sont pas prévues. Heu, c'est ma petite touche personnelle. Cathy, est-ce que tu veux, réagir? Je retrouve dans ce qu'a dit Juliette, ce que je nommais sous la question de l'évocation. En fait, je pense qu'un des enjeux du design dans la conception, en effet, c'est ces passages, c'est ces bascules d'un état à un autre, d'une idée dans un processus où on va partir de quelque chose qui est assez large et indélimité à quelque chose qui doit être concret et donc qui devient plus précis et limité.
Et donc, ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de se dire qu'en fait, ce processus-là, il n'est pas aussi monolithique que ce qu'on pourrait croire, parce que je pense qu'on a beaucoup présenté le processus du design dans sa manière de procéder, dans ce défloutage, uniquement par le dessin. Et en fait, en disant, on part de l'esquisse, et puis petit à petit, on avance, et puis on arrive jusqu'à des choses qui sont modélisables en 3 dimensions, au même titre qu'on pourrait dire que dans l'expérience utilisateur, on va partir de choses qui ressemblent plus à des cartes, des schémas, et puis on va finir par arriver à quelque chose qui relève d'une interaction. Voilà. Donc on est souvent dans finalement le processus du design comme une description d'un processus d'affinage d'une forme qui s'affinerait. Et en fait, ce qu'on est en train de se dire ce soir, c'est que dans ce processus d'affinage, ce que tu disais indirectement, Johanna, genre ouvrir, fermer, etc., dans les termes, c'est que je pense que on utilise plus de modalités que celles qui sont aujourd'hui écrites et décrites dans les livres. Voilà. Et que pour moi, la question de savoir si les mots, c'est du design ou pas, moi, m'importe assez peu. En fait, c'est quels sont finalement ces modes que je vais pouvoir aller convoquer pour faire ce chemin, comme disait Juliette ou Marion ou Lucille, du concept à la réalité des choses dans un certain champ, qui est la conception, en fait. Voilà. Et donc, est-ce qu'à un moment, un designer qui écrit est un écrivain? Moi, ça, j'en sais rien. Est-ce que le projet est de produire un projet d'écriture? Ça, c'est bien celui qui conçoit qui peut nous répondre à ça, je pense. Moi, quand j'utilise les mots, je ne suis pas dans un projet d'écriture, donc je ne suis pas une écrivaine. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre. Et là, dans ces cas-là, peut-être que je passerai par de la conception, je ne sais pas, parce que peut-être que je m'appuierai sur une manière de produire qui est un peu différente aussi. Mais je pense que il ne faut pas perdre de vue l'output, l'atterrissage. Et c'est l'atterrissage pour moi qui dit du design qui est produit. Ce n'est pas les outils qu'on utilise au milieu pour atterrir, pour moi. Hein. Mais, voilà. Je dis ça parce que très souvent, la question que tu poses sur les mots, moi, on me la pose quand on fait des entretiens sur le terrain. Est-ce que parce que je fais des entretiens, je suis un sociologue? Voilà. Est-ce que si tout d'un coup, je joue avec un ballon de foot, ça fait de moi le nouveau Zizou? Voilà, moi, c'est des questions que je trouve super bizarres, en fait. Vous voyez, moi, je pense qu'il faut pas, il faut être prudent là-dessus. Voilà. Si demain les designers se mettent à écrire, je pense qu'il ne faudra pas que ça ouvre un débat sur le fait qu'ils soient encore ou pas designers. À partir du moment où, comme ça a été dit autour de la table, ça a été fait avec une intention, c'est-à-dire c'est dans un objectif que c'est fait. C'est pas juste pour jouer, je pense, avec les mots. Mais voilà. Qu'est-ce que je rajouterais? Merci beaucoup, Cathy. Je propose qu'on ouvre aux questions. On a un petit peu dépassé, je ne sais pas si on s'était donné 1 heure, mais en tout cas, ça fait ça fait 1 heure qu'on a démarré. Donc, ouverture aux questions et aux réactions. Donc, n'hésitez pas à lever la main, désactiver votre micro ou écrire, au choix. Vas-y, Béatrice. Écoutez, moi, j'ai été passionnée par ce que je viens de voir et d'entendre. Et je trouve que vous avez chacune une conception des mots qui est soit identique, soit complémentaire et qui nous emmène, qui nous projette ou qui nous aide à nous projeter dans un univers donné. Et vous savez très bien expliquer comment dirais-je, comment utiliser les mots et où ils peuvent nous emmener. Et j'ai beaucoup aimé aussi au tout début, une de vous a parlé de Pierre Soulages.
Je crois que c'était Cathy, je crois. Je suis une Et fan. Je suis une fan. oui, moi aussi. J'aime la couleur, mais alors j'adore Pierre Soulages. Et je trouve qu'il y a une belle, voilà, une belle image avec des mots qui pourraient dire que Pierre Soulages, c'est un rêveur terrien et qui nous transforme l'univers en un univers de rêve. Et je pense qu'on pourrait ajouter que Matisse, à l'opposé, était aussi comment dirais-je, une personne qui nous faisait rêver, qui nous fait toujours rêver, mais avec des couleurs. Et moi, je fais un parallèle avec les mots. Il y a les mots qui sont des mots qui nous aident, et qui nous aident à tenir, qui nous aident à comprendre, comme Pierre Soulages, et il y a les mots qui nous aident à rêver, à nous embarquer dans un univers qui n'est pas réel et qui nous font du bien aussi. Et les deux s'assemblent en fait. Et je crois qu'en tant que designer, on a besoin de ces deux univers. On a besoin de montrer qu'on est capable de créer, de rêver, mais on est aussi capable de réaliser ce qu'on annonce. Donc voilà, c'est un petit peu mon commentaire sur cette table ronde que je trouve vraiment formidable. Merci beaucoup, Béatrice. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou une question? Rien d'autre? Personne n'ose? En attendant que peut-être certains ou certaines se lancent, pour prolonger ce que dit Béatrice, je trouve que c'est intéressant parce que si je prends l'exemple des enjeux d'expérience utilisateur, les enjeux d'expérience, je suis moi souvent assez frappée à quel point elles ne sont pas décrites. En fait, on ne dit pas de quoi relève l'expérience qu'on a envie de proposer aux gens. On se limite à se dire on fait une expérience. Mais je pense qu'en tant que designer, quand on a ça, c'est pas un cahier des charges, ça. Ça dit pas ce qu'il faut faire. Et donc, quand on essaye de produire justement un moment, une interaction, un lien, etc., tous ces mots qui ne sont pas, qui ne disent pas ce qu'ils sont concrètement, eh bien, en fait, il faut bien les nourrir, en fait, avec, comme tu disais, Johanna, ces enjeux de la narration. C'est-à-dire que la narration, je pense que c'est une manière à un moment aussi de pouvoir donner un sens, un contenu, une idée de ce qu'on a ou de ce que l'on veut produire, en fait. C'est une manière de passer de quelque chose qui est assez abstrait. Pour moi, par exemple, si je ne me limite pas à dire qu'une expérience utilisateur n'est en fait que de dessiner des écrans, si je ne dis pas ça, je le dis de manière assez caricaturale, parce que très souvent, quand je demande aux gens, mais qu'est-ce que c'est l'expérience? Ils me présentent un écran. Et du coup, je ne suis pas sûre de comprendre en fait ce que la personne me montre. Quand on produit une expérience, c'est qu'on va dessiner et on va concevoir tout ce qui va pouvoir mettre les gens dans une certaine disposition, dans certaines conditions. Et donc, du coup, ça demande, je pense, un travail de conception. Et comme disait Juliette, j'aime beaucoup ce terme, d'élaboration. Voilà. On doit envisager pour élaborer quelque chose. Et donc, le fait de pouvoir, à un moment, parler de quelque chose qui est une dynamique, qui décrit des interactions entre les gens, ou qui peuvent aussi essayer de mettre les gens dans une certaine, un certain ressenti, au moins de les y plonger. Est-ce qu'ensuite ils auront ressenti ça? C'est autre chose. Mais voilà, toutes ces choses qui doivent décrire. Et ça rejoint ce que disait aussi Juliette, je trouve, quand elle dit que j'invente des mots. C'est qu'à un moment, on a envie de faire vivre aux gens des choses qui sont un peu difficiles à encapsuler dans un terme qui déjà embarque beaucoup de choses. Et il suffit que ce qu'il embarque en termes de sens, en termes de signification, en termes d'histoire, d'étymologie, ne correspond pas, eh ben dans ces cas-là, on doit produire quelque chose qui va permettre d'emmener et ça c'est ce que disait, je pense Marion, dans cette notion de clarté, c'est d'emmener dans la précision de ce qu'on a envie de faire toucher du doigt aux gens. Voilà. Donc des fois, il y a nécessité d'avoir des mots, des fois, il y a nécessité en effet de pouvoir compléter cela par d'autres médias.
parce qu'on a parlé beaucoup du texte image, mais c'est vrai que moi, quand je lis, j'entends des choses aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une dimension qui soit sonore. Quand on lit Susskind, on a une dimension gustative, on peut avoir une dimension émotionnelle de l'horreur. C'est-à-dire qu'à un moment, avec les mots, on peut faire passer plein d'autres choses que purement l'usage. Je pense que c'est ça aussi que je voulais dire et qui rejoint ce que disait Béatrice, il me semble, c'est que dans la dimension des choses qui sont conçues par le design, il y a une dimension qui est une dimension fonctionnelle, une dimension objective, mais je continue à croire, même en 2023, que ce qui fait à un moment la désirabilité, pour reprendre aussi un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, elle ne se joue pas uniquement dans l'efficacité de l'usage. Je ne suis pas convaincue par ça. Et donc, comment on va qualifier aussi ce qui relève de quelque chose qui peut des fois être mis dans le subjectif et que pour moi, qui n'est pas du tout subjective, qui relève du coup d'autres dimensions qui peuvent être des dimensions sensorielles, émotionnelles, culturelles, voilà, d'autres dimensions des choses conçues. Eh bien, on doit pouvoir aussi les communiquer au même titre qu'on est capable de communiquer et de qualifier l'usage. Et je pense que quand nous entendrons parler en live Béatrice, d'ailleurs, dans quelques semaines ou quelques mois, nous parlerons aussi de l'importance de la couleur, qui est un sujet que porte Béatrice, et du lien entre le design, les couleurs et le soin que ça peut apporter, etc. Donc, notamment sur les sujets de la maladie d'Alzheimer ou des choses que toi, tu as pu traiter, Béatrice. Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais il y a la notion de visuel, de mots et aussi de couleurs. Mais bien sûr, il y a d'autres choses. Est-ce que je pourrais vous demander votre mot de la fin, Juliette, Cathy, Lucille, Marion, afin que nous puissions clôturer cet échange et permettre à tout le monde d'aller manger, tout simplement, et de finir sa journée tranquillement, peut-être éloigné des écrans si possible, ou en tout cas loin des visios. Je pense que c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour tout le monde. Allez-y. Qui veut démarrer? Mot de la fin. Ça peut être un mot, ça peut être plusieurs mots. On n'a pas besoin de faire un haïku pour terminer. Donc, allez. Lucille? Mon mot de la fin, c'était que j'étais ravie de pouvoir échanger avec vous et d'avoir échangé en amont, puisqu'en effet, on a un petit peu préparé, comme tout le monde a pu le voir, avec les haïkus, surtout au début. C'était totalement spontané. Et donc voilà, j'étais ravie d'avoir échangé avec vous et de voir que malgré des pratiques différentes et le fait qu'on ne se connaisse pas, on a pu tout de suite trouver des enjeux et des sujets qui nous rapprochaient. Marion? Moi, j'ai envie de terminer en racontant 2 micro-histoires qui parlent bien de ce qu'on fait, en tout cas, qui, j'espère, vont donner un exemple tangible de ce qu'on a pu raconter aujourd'hui. Cathy parlait d'expérience. Je pense que quand on conçoit une app qui est en fait une app qu'on utilise en marchant dans le métro, dans un environnement très bruyant, alors qu'on est pressé et qu'on veut à tout prix être à l'heure à son rendez-vous alors qu'on est déjà parti trop tard, c'est pas du tout la même expérience que pour une app qu'on va utiliser installée dans son canapé, en buvant son thé au calme, dans une ambiance tamisée. Voilà, ça ce sera mon mot de la fin. Et effectivement, je rebondis, Lucille, j'ai beaucoup apprécié échanger avec vous toutes. Cathy? Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez, alors je vais peut-être, voilà. Alors, dans les exemples de bouquins, c'est Mets-le nul. devant, plus bas, descends-le. Juste en dessous de ta tête, comme ça, il Zut. voit ton visage, non? Ouais, Ah c'est bon, on ouais, voit. canon. Alors, c'était pour rebondir sur ce que tu disais d'écriture collective en architecture. Bouquin très intéressant sur la réversibilité des bâtiments. Et là, on voit bien, alors il est en PDF sur Internet et c'est édité par Canal Architecture et qui montre bien aussi que cette question de la réversibilité, quand on est en train d'inventer un monde,
eh bien, des fois, on a besoin de passer par les mots parce qu'on ne sait pas encore exactement, où on a plusieurs possibles en tête sur la réversibilité. Et donc, du coup, je trouve que c'est un bel exemple et je te rejoins là-dessus. Je me joins aux remerciements. Je merci à Women in Design déjà d'offrir cet espace un peu pas obligatoirement très défini et qui nous permet vraiment de collaborer dans la réflexion et dans la pensée de manière assez rapide, hein, parce que du coup, c'est pas un laboratoire de recherche non plus, mais j'ai beaucoup apprécié justement le fait de co-construire ensemble finalement cette convergence d'idées, ces endroits où on avait envie de partager avec d'autres des choses que l'on fait. Bien entendu, merci parce que c'est des découvertes aussi de personnes. Donc, je suis assez ravie de rentrer dans la logique des séries un peu. Hein. C'est pas Netflix, c'est Women in Design. Mais du coup, il va y avoir ces moments-là qui vont jalonner toute l'année. Donc, il va falloir suivre et suivre tous les rebondissements. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que je pense que c'est comme ça, non pas par des débats d'opposition d'écoles sur le design, mais plutôt de partager des choses qui ne sont pas obligatoirement mises en lumière au départ, mais finalement, je pense que c'est dans ces choses qui n'étaient pas mises en lumière qu'on s'est retrouvés. En fait, est-ce que si on avait parlé du design tel qu'il est qualifié aujourd'hui ou tel qu'on en parle de manière générale, est-ce qu'on aurait réussi à avoir une discussion aussi riche? Je ne sais pas. Peut-être on se serait peut-être construit plutôt dans des oppositions. Là, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que moi, j'ai trouvé dans cet espace, finalement, des points de vue assez ouverts sur des choses aussi que je fais. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était très généreux et en même temps productif parce que voilà, je pense que le pouvoir du design, il est dans la diversité des actions, des leviers qu'on est capable d'actionner. Donc, merci à vous toutes et aussi merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Juliette, tes mots de la fin. Ah, t'as pas ton Il n'y a plus de micro. micro. Le mot de la fin, des mots de la fin. Un mot que tu as inventé peut-être aussi, tu peux y aller. Hein. Non, ce ne sera pas le mot que j'ai inventé, mais c'est un mot qui, je pense, résume aussi. J'ai eu la chance d'être la première à ouvrir le bal cette année et le premier mot que j'ai eu envie de dire, c'était designeuse parce que travaillons les mots. J'ai conscience qu'en tant que femme, on doit être très vigilante aux mots, à la façon dont culturellement, historiquement, ils nous enferment. Donc voilà, si j'ai un mot de la fin et qui rebondit, je pense, sur toute l'appréciation que j'ai eu des échanges entre nous, ce sera sororité. Eh bien, merci. Alors moi, j'aurais envie déjà de vous remercier toutes. C'était passionnant. Tout le monde, toutes les personnes qui ont été présentes aussi, n'hésitez pas de toute façon même à réagir en commentaire plus tard. Il n'y a aucun problème. La vidéo sera disponible prochainement. Moi, j'avais juste envie de revenir sur une chose qui est importante parce que on est une association féministe et vous l'aurez compris, là, ce qui a été dit, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on a pour but de créer de l'espace. Aujourd'hui, ce sont principalement nos objectifs sont principalement avec ce programme de donner de l'espace et de développer l'audace des femmes et personnes non binaires qui sont dans le domaine du design. Donc, on a aussi une description très large et très ouverte volontairement. C'est pour ça qu'on recevra aussi des chercheuses en design et d'autres métiers qui viennent en appui au design. Et j'avais envie de définir, juste de repréciser ce que signifie féminisme. Je sais que la plupart d'entre vous le savent, mais j'avais envie de lire la définition parce que souvent, en fait, on dirait qu'on est avec un étendard ou je sais pas quoi à dire quelque chose qui est extrême. C'est un peu le sentiment que je ressens quand on parle de ce mot-là. Et en fait, juste le féminisme, c'est juste la doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. C'est ça, en fait,
Voilà, j'avais juste envie de terminer là-dessus en disant, nous, on parle de sororité, on a hâte de pouvoir parler d'adelphité. Si on parle des mots, adelphité qui veut dire on n'est plus dans la fraternité ou dans la sororité, on est dans quelque chose qui dépasse le genre. Et donc c'est bien ça notre objectif à toutes et tous. Donc j'avais envie de terminer là-dessus et de vous souhaiter du coup de passer une très belle soirée. On retrouve Lucille en live jeudi soir à 18h sur Instagram. Pour ton premier live Instagram, Lucille, ou pas? Voilà, ton premier live Instagram, ça va être super, tu vas voir, ça se passe super bien. Et ce sera Oui, plus facile premier. qu'avec Marion où on a été dans une... voilà, c'était plus exploratoire la dernière tentative que nous avons fait. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Merci à tout le monde Merci. et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.